Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Bon nombre de personnes ont recours à l'automédication, pourtant elle n'est pas sans risque pour la santé. À quoi s'expose-t-on en optant pour l'utilisation des médicaments hors prescription médicale? Les précisions à suivre. Les mutilations génitales, une violation des droits des femmes et des filles. Les États sont invités à éradiquer cette pratique néfaste à la vie et à la santé sexuelle des victimes. Les énergies renouvelables apparaissent aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. Quelles sont ces opportunités d'emploi dans ce secteur? Un spécialiste des énergies renouvelables nous éclaire. Bienvenue dans cette édition. C'est depuis la nuit des temps que cette pratique se développe. L'automédication est une pratique qui consiste à s'improviser médecin afin de se soigner soi-même lorsqu'on est malade. Et bien que cette façon de faire peut sembler des fois efficace, elle n'est pas sans danger pour la santé. À quoi s'expose-t-on en cas d'automédication? Élément de réponse dans ce reportage de Cédric Soswagbo et Ulvaeus Balogun. Prendre un comprimé pour atténuer un mal de tête ou une soudaine douleur est aujourd'hui ancré dans les habitudes quotidiennes. De sorte que dans presque chaque famille, il n'est pas surprenant de voir une boîte ou armoire à pharmacie avec des médicaments précédemment prescrits. C'est une échappatoire la plupart du temps, parce que parfois on y est contraint. Avant, avec 10 000 francs, quand l'enfant fait le paludisme, on avait le courage de l'amener à l'hôpital. Mais je ne sais quel parent a aujourd'hui encore le courage de se pointer dans un hôpital s'il n'a qu'un billet de 10 000 francs dans la poche. Par le passé, l'enfant a été déjà malade, tu es allé, on t'a prescrit des médicaments et quand tu as utilisé ça a marché. Pour ce fait, là, l'enfant tombe encore malade et que tu vas toi-même acheter les médicaments, les mêmes qu'on t'a déjà prescrits par le passé. C'est depuis la base que nous sommes éduqués à nous auto-traiter. C'est difficile à chaque fois qu'un enfant présente un signe de toux, il faut aller à l'hôpital payer 10 000. Ça fatigue et on n'a pas l'argent. Or, même pour de petits maux a priori, se soigner seul peut présenter un danger. L'automédication peut également entraîner un retard au diagnostic d'une maladie potentiellement grave. Vous ne le savez sans doute pas, mais le paracétamol, qui est un médicament très commun et très banal, est le médicament le plus incriminé dans les intoxications médicamenteuses. La prise de médicaments est en effet loin d'être un geste anodin. Il faut savoir que tout médicament peut exposer à des risques, surtout lorsqu'il est mal utilisé. La prescription de médicaments par un professionnel de la santé est strictement individuelle et dépend de plusieurs facteurs laissés au seul jugement du prescripteur. Et cette prescription est très dynamique, c'est-à-dire le médicament A prescrit au patient X à l'instant T peut ne plus être le plus adapté pour ce même patient à l'instant T plus 1. Le risque le plus grave reste le risque de surdosage du médicament qui peut entraîner une intoxication médicamenteuse pouvant être fatale. Si pour certains, l'automédication permet de se soulager et d'anticiper l'aggravation de mal, se soigner seul demeure une pratique dangereuse avec des conséquences parfois incontrôlables. Mutilation génitale féminine, les États ont tout mis en œuvre pour éradiquer de leur territoire cette pratique néfaste à la vie et à la santé sexuelle de la femme. Des dispositions juridiques sont prises au Bénin, mais les auteurs trouvent les moyens de contourner la loi. Ghislaine Adimi nous en parle dans ce commentaire lu par Ézéchiel Jacob. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique bien élaboré pour venir à bout des mutilations génitales féminines aux conséquences désastreuses sur les victimes. La loi 2003-03 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines vient par ailleurs renforcer les dispositions de la Constitution du 11 décembre 1990 en son article 18 qui garantit à tout citoyen le droit de disposer de son corps, de son intégrité physique et de ne subir aucune torture sous aucune forme. Nous avons la loi numéro 11 du 20 décembre 2021
portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Nous avons, avant ça, le vote de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles. Donc, en plus de ces lois, il y a la célébration le 6 février de chaque année de la journée tolérance zéro mutilation génitale. Et au cours de ces journées, il y a aussi des séances de sensibilisation. Mais malgré toutes ces dispositions, la pratique semble avoir la peau dure dans le nord du Bénin. L'excision est encore loin d'être éradiquée. Une nouvelle forme de la pratique est mise en branle pour contourner la loi. Dans certaines contrées, plus de 70% des femmes et des filles sous l'égide de la nouvelle forme subissent encore cette violation de leurs droits fondamentaux. Les auteurs de ces actes, ils ont changé de stratégie. Ils vont maintenant vers les zones frontalières, par exemple le Nigeria et le Burkina, pour commettre leurs forfaits, leurs crimes. Donc c'est là-bas qu'ils amènent les victimes maintenant. Et non seulement ça, même lorsque la petite fille est née, donc dans les hôpitaux également, il paraît que ça se fait en complicité, peut-être avec, je ne saurais le dire. En effet, il n'existe pas encore de dispositions légales interdisant les MGF transfrontalières. Il faut créer un cadre de concertation entre les pays frontaliers pour une synergie d'action. En attendant les dispositions inter-États, la lutte se poursuit à l'intérieur du pays pour éradiquer totalement les mutilations génitales féminines. Les populations sont mises à contribution pour dénoncer toutes les poches de résistance. 138, c'est le numéro vert mis à disposition à cet effet. Dans le secteur des énergies renouvelables, les filières habituellement mises en avant comme l'éolien, les photovoltaïques, la fabrication des lampes solaires apparaît aujourd'hui comme une véritable opportunité pour lutter contre le chômage. C'est une excellente source d'emploi avec un total de 2,3 millions d'emplois verts créés ces dernières années sur l'ensemble du secteur. Quelles sont ces opportunités d'emploi? Espérance Oussou, spécialiste des énergies renouvelables, en parle au micro de Donatien Falola et Amandine Aniambosso. Nous avons plusieurs types d'énergie qui concourent aux énergies renouvelables. Donc, nous avons l'éolien, nous avons le solaire, nous avons l'hydro, nous avons tout ce qui est un peu gisement naturel. Les énergies renouvelables aujourd'hui sont plus qu'un secteur d'avenir parce que ce sont ces énergies qui vont nous permettre demain de faire, non seulement de faire facilement la transition énergétique pour aller vers des énergies qui protègent davantage l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui notre environnement est mis à rude épreuve avec les effets des changements climatiques. Donc sur ce, on est en train d'utiliser aujourd'hui les énergies renouvelables pour un temps soit peu changer le modèle énergétique, non seulement changer ce modèle énergétique et pour concourir aussi à des sources d'énergie très propres pour pouvoir protéger l'environnement. Vous savez, quand vous prenez même un secteur en plein essor, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi dans ce secteur. Aujourd'hui, quand vous regardez même le paysage de notre pays, les énergies renouvelables, particulièrement ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'énergie solaire est en vogue. Beaucoup, même d'électriciens simples d'hier, sont en train de se transformer en spécialistes d'énergie. Donc, il y a tellement et suffisamment d'opportunités pour les jeunes dans ce secteur et que moi, je convie vivement les jeunes à rentrer dedans. Ceux qui sont encore dans un cursus scolaire ou universitaire, ils peuvent embrasser ce domaine pour étudier dedans et se faire spécialiser. Et dans le même temps, et ceux qui ont
n'ont pas un niveau élevé, qui sont un peu dans l'électricité sur le tas, peuvent chercher à se spécialiser dans ce secteur pour qu'on ait, in fine, des acteurs qualifiés. Nous conseillons vivement aux gens d'aller vers cette source d'énergie tout au moins pour avoir tout au moins une idée de contribuer à la préservation de notre environnement. Ce 8 février, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la prière et de réflexion sur la traite des êtres humains. La journée a été instituée en 2015 à l'initiative du pape François. Le choix du 8 février n'est pas le fruit du hasard puisque cette date correspond à la fête de Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise qui a été vendue comme esclave, maltraitée puis rendue libre. Lors de la première édition, le cardinal Peter Turkson avait rappelé que des millions de personnes de par le monde sont privées de liberté et contraintes à vivre pratiquement en esclavage. Pour marquer la célébration de cette année, le thème retenu est « Cheminer en dignité ». L'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. C'est un dénouement heureux qui intervient en Côte d'Ivoire, dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie, après 48 heures de grève. À l'issue d'une rencontre avec le gouvernement, le président du haut patronat du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie a appelé les acteurs à la reprise du travail. La grève a été suspendue, toutefois, les discussions se poursuivent. Ce dénouement a lieu après une implication du chef du gouvernement ivoirien qui a invité les acteurs à des discussions en vue d'une solution durable aux problèmes concernant le secteur de la boulangerie-pâtisserie. À l'origine de cette grève, l'augmentation du prix usine de cession de la farine de blé qui passe de 21 750 francs CFA à 27 000 francs, un coût que les boulangers-pâtissiers disent ne plus pouvoir supporter. Le Royaume-Uni est accusé par l'ONG Transparency International d'être une plaque tournante mondiale de l'argent sale. Près de 52 000 propriétés sont encore détenues de façon anonyme, certaines par des hommes politiques hautement corrompus et des oligarques, malgré l'entrée en vigueur de règles les obligeant à dévoiler leur identité. Dans un rapport, l'organisation a identifié plus de 6,7 milliards de livres de biens immobiliers au Royaume-Uni, achetés avec des fonds suspects, dont une majorité détenue via des sociétés offshore opaques, en particulier des propriétés de luxe dans les quartiers chics de Londres. Plus de 20% de cette somme proviennent de la Russie, notamment du bénéfice de personnes faisant l'objet de sanctions et proches du Kremlin, précise l'ONG qui cite aussi l'ancien vice-président angolais ou encore le couple de dirigeants azerbaïdjanais. Deux séismes d'une rare violence ont frappé ce lundi à quelques heures d'intervalle le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, faisant plus de 3600 morts, des milliers de blessés et réduisant à néant des centaines de bâtiments. Cette catastrophe, dont le bilan ne cesse de s'alourdir, s'annonce comme la plus meurtrière en Turquie depuis 1999, année où un tremblement de terre avait dévasté Izmir et la région très peuplée de la mer de Marmara, près d'Istanbul, provoquant la mort de plus de 17 000 personnes. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortv.pj.